Selon une étude récente de PwC, 60% des dirigeants français pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Alors, dans un contexte où 6 limites planétaires sur 9 sont déjà dépassées, où 2/3 de la planète pourrait manquer d'eau et où 40% de la population vit sous un régime autoritaire, oui, les entreprises ont un rôle à jouer et leur modèle d'affaires doit nécessairement évoluer pour avoir un véritable impact sur leurs parties prenantes. Au-delà d'être rentables, les leaders de demain sont ces entreprises qui auront su tisser un lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle leur capital social. Je suis Nathalie Descoux. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui, par vision, conviction ou tout simplement pour une question de survie, ont repensé le modèle d'affaires de leur entreprise ou leur industrie pour le rendre plus durable. Quel a été leur détonateur ? Comment ont-ils fait ? Quel impact sur leurs parties prenantes ? Quelle valeur cela a-t-il créé pour l'entreprise ? Ensemble, nous découvrirons les business models du futur et tenterons de vous inspirer pour que vous aussi, vous transformiez votre entreprise, votre marque ou encore votre direction en vue de générer plus de valeur et plus d'impact pour vos parties prenantes. Vous écoutez Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Bienvenue! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Alors aujourd'hui à ce micro pour inaugurer notre nouvelle série de podcasts sur les dirigeants et dirigeantes qui créent de la valeur avec des modèles d'affaires vertueux sur le plan environnemental, social et sociétal. J'ai l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir Damien Duquesne, plus connu sous le nom de Chef Damien. Il a publié de nombreux livres ayant trait au monde de la cuisine aux éditions Solar. Il était également enseignant au lycée hôtelier de Soissons, créateur du site de cuisine 750grammes.com et cofondateur de la brasserie 750 grammes La Table, située porte de Versailles à Paris, que je vous recommande fortement. Alors, il y a moins d'1 an, Damien a fondé Naissance, et c'est pour ça qu'on reçoit Damien aujourd'hui, Naissance, N-E-C-E-N-S-E. Alors, Naissance, c'est la première boisson mondiale faite avec 0% d'eau, transportée avec 0% de plastique et faite à base d'ingrédients 100% bio. Ce qui vous a valu, Damien, d'être présenté par Le Parisien récemment comme le restaurateur qui a banni les sodas industriels et trouvé une alternative. En l'occurrence, avec des herbes et des plantes. Damien, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir et puis je pense que la présentation est tellement bien que j'ai rien à rajouter en fait. Mais si, justement, première question Damien. Avant qu'on rentre dans le dur, quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit que vous étiez fils d'agriculteur. Oui. Vous êtes né le 16 septembre 1968 à Madagascar. Ouais. Peut-être pour nos auditeurs et auditrices, j'aimerais bien que vous vous présentiez, vous nous racontiez un petit peu votre parcours, d'où vous venez, qui vous êtes. Ça va pas être très compliqué. Moi, je suis né à Madagascar. Après, j'étais un petit peu élevé dans le sud-ouest. J'ai fait une école hôtelière. J'étais un très mauvais élève à l'école, un peu hyperactif. Et donc, après la troisième, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux trouver comme étude où je vais très vite être sur le terrain, très vite je vais travailler. Et hop, j'ai dit les voyages, allez, la restauration. Je suis rentré dans une super école hôtelière. J'ai détesté parce que ça allait pas assez vite. Et donc, heureusement, j'allais bosser tous les week-ends, j'allais faire plein de trucs partout. Et puis après, ils n'ont pas voulu à l'école que je poursuive mon école parce que j'étais un trop mauvais élève. Donc, ils m'ont viré de l'école à la fin du premier cycle. Je n'ai pas fait de deuxième cycle. Et puis après, je suis allé travailler. Comme j'aime beaucoup le travail, il a fallu que je trouve une voie en fait, parce qu'on quand on dit je rentre dans la restauration, on peut faire du service, de la cuisine, de l'hébergement. Et j'ai eu une rencontre extraordinaire avec une femme autodidacte qui s'appelle Aline Roch, qui avait un petit restaurant à côté de là où vivaient mes parents dans le sud-ouest. Et elle m'a... alors j'avais fait des étoilés, j'avais fait plein de trucs. Hein. J'avais déjà un beau début de parcours dans la restauration. Et en fait, elle m'a bouleversé parce que elle m'a tout réappris en disant mais t'effaces tout, en gros tout ce que tu as appris à l'école, tout ce que tu as appris dans les grands restaurants, t'effaces tout, on va faire un reset et je vais te montrer ce que c'est qu'une cuisine ménagère, une cuisine paysanne, une cuisine de femme
avec énormément de culture derrière, parce que c'était Titou et Aline, c'était un couple de restaurateurs ultra cultivés qui faisaient de la musique, qui étaient psychologues, qui étaient géologues, qui avaient fait le Larzac, etc. Des gens un petit peu de gauche, un petit peu engagés. Et en fait, ils m'ont... j'étais quand même dans une famille un peu de gens à peu près intelligents quand même. Et du coup, ils m'ont expliqué ce que c'était de faire à manger, mais avec du sens, quoi, avec vraiment du sens, mais à tous les niveaux, du sens. J'achète quoi, quel geste je fais pour préparer, quelle méthode de cuisson j'utilise pour être faire le moins de gaspillage possible énergétique, et comment je le vends, et pourquoi je le vends avec amour, et pourquoi, au final, ça marche, parce qu'en fait, cuire un steak quand tout le monde sait faire, et au final, on s'en fout, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est où j'achète le steak, comment je le transforme, et est-ce que je le sers avec amour, et est-ce que je le sers... Parce qu'en fait, manger, c'est politique. Ouais. Et donc, moi, être juste cuisinier, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être un cuisinier dans son temps et avec un intérêt pour qu'est-ce que je fais, ça sert à quoi, en fait. Le sens, l'importance du sens. Ouais. Ouais. Exactement. Alors, bonne transition. Du coup, on est là pour se parler de naissance. Naissance, comment ça naît comment te vient l'idée qu'est-ce que c'est d'abord et est-ce que tu peux nous raconter le jour peut-être où tu as eu cette révélation? Ouais, alors donc, issu de cette formation intellectuelle un peu militante un petit peu, dès que j'ai ouvert un restaurant, c'était à peu près il y a 9 ans, j'ai ouvert un restaurant à Paris, après le succès de 750 grammes, et puis, parallèlement à ma vie de professeur, j'étais encore professeur de cuisine, je me dis, mais plus ça va, plus j'étais mal à l'aise de servir des sodas industriels. Je veux dire, je faisais à manger... je me mettais beaucoup d'amour. Enfin, un restaurant, en moyenne, un mauvais restaurant, il a 6-7 fournisseurs différents. Moi, j'en ai entre 110 et 150, selon les moments, etc. Et je me dis, mais pourquoi tu vends une merde industrielle, un soda industriel à la carte, alors que tu mets tout ton amour pour choisir tous les produits, pour bien les cuisiner à un prix abordable. Tu vas sélectionner les vins, parce que tu es amoureux du vin. Mon frère est vigneron, il travaille en biodynamie à Bordeaux. Et pourquoi tu vends un produit qui est dans un supermarché et qui est composé de chimie, de plastique, un produit de merde, quoi. Et là, du coup, je me dis, mais je vais arrêter. Et là, je vais boire un verre avec une amie dans un bar un peu chicose de Paris. Et d'habitude, moi, je bois toujours de l'alcool parce que quand je bois un verre de vin, je me dis, il y a un cépage, il y a un vigneron, il y a une méthode d'élevage, il y a des arômes, il y a des terroirs, c'est calcaire, c'est argileux. Et donc, je me dis, chaque fois, je vais passer un moment. J'aime bien, quand je mange, un petit peu réfléchir à ce que je mange et avoir un peu d'émotion. Et là, je vois un tonic à la carte à 12 €. Je me dis, waouh, 12 €, c'est cher. Et je dis, je vais prendre ce tonic à 12 balles parce que celui-là, il va me faire vibrer. Et là, le serveur parisien, il m'amène ça. Très jolie bouteille. Je pense que c'est 2 mecs qui avaient dû faire une école de commerce à la con et passer 1 an à développer leur bouteille, à réfléchir sur le packaging. Et là, ils avaient bossé. Il y avait le petit truc bleu, blanc, rouge, fabriqué dans le 17e arrondissement, 5, selon la recette de ma grand-mère. Enfin, le produit marketing naze par excellence. Très, très belle bouteille. À l'intérieur, c'était dégueulasse. Et je me dis, mais ils auraient pu... Et en fait, je pense qu'ils ont confié, comme ils s'en foutaient, c'est que des écoles de commerce à la con, ils ont voulu confier faire le marketing eux, parce que pour eux, c'était une mine d'or, et ils ne sont pas intéressés au produit. Ils ont demandé à un vague emballeur un peu naze de dire, fais-moi un tonic, mais ce que tu veux, on s'en fout, et ça va marcher. Mais non, parce qu'à l'intérieur, c'était pas bon. Et là, je goûte, vraiment zéro émotion, et puis je retourne l'étiquette et je vois... dans l'ordre des croissants, eau gazéifiée, sucre de canne, acide citrique, arôme quinquina. Je dis, il se fout de ma gueule, le mec. Il se fout de ma gueule. Et je dis, mais il n'aurait pas pu mettre du vrai quinquina, il n'aurait pas pu mettre un peu d'orange, etc. Donc, furieux, je bois mon mauvais tonic. Je le termine parce que j'aime pas gâcher. J'arrive au resto, je vais sur Amazon que je déteste, mais quand je suis très très énervé, je vais sur Amazon une fois tous les 2 ans. Et je commande dans la précipitation tous ces ingrédients, du quinquina, un tout petit peu d'acide citrique, de l'orange amère. Je reçois ça et la magie d'Amazon 6 heures après ou 7 heures après. Et là, je vais dans la cuisine, je fais un sirop de sucre de canne, c'est un sirop à 30, c'est 1,350 kg de sucre et 1 litre d'eau.
Et puis je mets les ingrédients, je mets une petite poignée de quinquina, je mets un creux de main d'orange amère. Je vais dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un petit jardin, hop, une branche de romarin, du genièvre, clac, 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 un peu écrasé. Je porte à ébullition et miracle, j'ai un sirop tonique. Miracle. Incroyable. Et là, je rajoute de l'eau pétillante parce que nous, bien sûr, on ne transporte pas d'eau, etc. On fabrique notre eau pétillante. Et là, hop, je goûte, mais je dis, mais c'est un Schweppes, mais en meilleur. C'est un super tonique. Et là, je dis à mes petits serveurs, parce que je travaille avec des étudiants, je dis, et ce soir, vous dites que le chef a inventé un tonique, on va faire gin tonic et tonic. Et là, les personnes qui ont bu ça, et on en a vendu pas mal le premier soir, me disent, c'est super bon votre truc, vous devriez continuer. Mais j'ai dit, vas-y, go, on y va. Le lendemain, je fais la limonade. Après-demain, le cola, ça a été un peu plus compliqué. La ginger beer, c'était plutôt simple. Puis après, j'ai dit, mais moi, mais merde, je vais faire un truc avec des plantes. Bam, je vais faire un soda sauvage, un soda alpin. Et en gros, en 2-3 mois, je cale toutes mes recettes. Puis à moi, je commence à peser quand même. Et puis mon fils, qui fait des études et qui est un peu moins bête que moi, me dit, papa, pourquoi tu le partagerais pas à tes amis restaurateurs? Et je commence à vendre à des copains restaurateurs qui me disent, c'est génial ton truc, tu nous vends des sachets de sucre, de plantes et tout magique sans saloperie dedans, tout en bio, avec un terroir français, etc. Nous, on a juste à rajouter de l'eau, on fait bouillir, on a un concentré qu'on va garder plus de 3 mois au frigo, et après on rajoute de l'eau pétillante, et alors c'est meilleur, c'est moins cher, il n'y a plus de bouteilles, etc. Et puis, l'aventure a démarré doucement parce que je suis un peu hyperactif et une fois que j'ai créé le truc, ça m'intéresse un peu moins. Et après, au bout de quelques mois d'essais, etc., au bout d'un an, je me suis dit, maintenant, il faut que je demande de l'aide. Et sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, j'ai dit, qui veut être mon associé? Et j'ai une nana qui est arrivée qui s'appelle Charlotte. Elle a fait un passage chez Valrhona, chez Café Joyeux. Enfin, c'est quelqu'un qui aime la bouffe et donc qui m'aide à structurer la boîte. C'est la cofondatrice de Naissance. Et depuis un an, on a plus de 300 restaurants comme clients. On est rentré à la grande épicerie. On va rentrer très bientôt, j'espère, chez Nature et Découverte. Puis après chez Biocoop, etc. En fait, on veut changer le monde de la boisson parce que 63% de l'impact carbone d'un soda, qu'on achète un soda en bouteille, en canette, en plastique, c'est son emballage et c'est le transport de l'eau. Et ça, avec Naissance, c'est fini. Donc vous disruptez complètement le secteur du soda. C'est ça aujourd'hui ce que fait Naissance. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus en détail sur... c'est quoi votre modèle d'affaires? Parce qu'on est à Capital Social, le podcast, on décrypte les modèles d'affaires du futur. Vous avez commencé à le dire. C'est qui vos clients aujourd'hui? C'est combien de références vous en avez parlé? Qui sont les producteurs justement de plantes et d'herbes qui sont vos fournisseurs de matières premières? Comment vous les rémunérez? Bref, comment ça marche grosso modo Naissance? C'est-à-dire comment vous créez la valeur, comment vous la captez et comment vous la distribuez? On pourra en parler pendant des heures. En fait, la recette, elle est simple, hein, d'accord. On est d'accord, c'est du sucre, un petit peu d'acide citrique selon les recettes, des plantes. Alors, il y a 2 types de plantes. Il y a des plantes cultivées. Il faut imaginer un champ d'un hectare chez nous, un hectare de plantes pour Naissance, c'est du bio. Et c'est souvent sur un hectare qui fait 100 mètres sur 100 mètres. C'est après 4 plates-bandes. Il y a une première plate-bande, on va dire, c'est de la menthe poivrée. La deuxième, c'est du romarin. La troisième, c'est une jachère, puisqu'il faut laisser reposer le sol. Et la quatrième, on va imaginer que c'est de la verveine, une bande de verveine. Donc on a des bandes de 20-25 mètres là, de long, comme ça, sur cette parcelle de 100 mètres. Et tous les 3-4 ans, nos agriculteurs, ils changent la destination des plantes pour laisser reposer le sol et pour amener de la biodiversité. Ça, c'est notre paysan de plantes, il est comme ça. Et après, il va récolter ses plantes, il va les sécher. Puis après, on a un deuxième fournisseur qui est extraordinaire, qui s'appelle Assi Carapam. Et là, on a 50 paysans sans terre. Ils sont basés en Auvergne. C'est des gens qui n'ont pas de terre et qui sont amoureux de la nature et qui vont aller, selon les saisons, aller récolter, glaner des plantes dans la nature et les sécher, les vendre à la coopérative. Et nous, on a tout ce catalogue de plantes médicinales sauvages et on achète des plantes sauvages pour les assembler pour nos recettes. Génial. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Et après, de temps en temps, on a besoin d'épices ou de colorants comme l'hibiscus. Là, on va partir à l'étranger et on va toujours prendre des filières bio, responsables, éthiques. On va essayer de faire attention que le mec ne prenne pas des coups de fouet dans la figure comme certains abus qu'on a pu connaître. Et donc, à partir de ça, tout ça, ça va chez Adatrice, qui est notre producteur de plantes et qui a un entrepôt et qui, lui, va
réaliser, par exemple, toutes les tisanes pour Biocoop. Et lui, il va assembler, selon nos recettes, toutes les plantes, les mélanger avec le sucre et le sucre et les plantes. Et on mélange tout ça, on met en sachet. C'est expédié chez le restaurateur. Le restaurateur, il reçoit un sachet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un sachet de 3 kilos, c'est 40 litres de boisson. Et si je le mettais en caisse de soda industriel marque rouge 33 centilitres, ça serait 100 kilos. Donc, quand vous achetez 3 kilos de naissance, vous évitez de transporter 100 kilos de poids sur la route et vous évitez de produire des bouteilles. C'est une solution où il y a 0 transport d'eau, 0 bouteille. Et alors, nos clients, c'est incroyable. Hein. On a commencé par des copains. Et puis aujourd'hui, il y a pas un secteur de la restauration qui n'est pas intéressé par notre solution. Récemment, là, on a plein d'étoilés Michelin. On va partir en Arabie Saoudite pour un très grand chef français, parce qu'il va ouvrir un restaurant-bar là-bas. On est dans les 2 étoiles Michelin un petit peu partout en France. Puis après, on est aussi dans des bistrots, dans des cantines. On est un peu partout, en fait. On est là où les gens estiment que si on peut être moins polluant dans le secteur des boissons, ils ont envie d'adopter nos solutions. De toute façon, c'est meilleur, c'est moins cher, ça produit 0 déchet. Le mec qui... Alors, on a un frein au niveau du business, c'est l'intelligence. Parce que quand vous avez quelqu'un qui n'est pas très intelligent, ben, il a du mal à se remettre en question. Et la paresse et l'habitude. Donc, l'intelligence, la paresse et l'habitude. C'est-à-dire que quand vous avez porté des caisses toute votre vie et que vous êtes très content de les avoir descendues dans la cave, vous êtes cassé le dos et puis à les remettre, les redescendre, les renvoyer vides, etc., quand au mieux elles sont consignées, vous dites « ouais, mais ça a toujours marché comme ça, donc tout va bien ». Donc il faut casser ces habitudes et il faut intellectuellement dire « attends, prends une demi-heure, 3/4 d'heure pour réfléchir différemment ». Et tu vas voir, ça marche. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que la première commande, le premier envoi d'un client qui fait une première commande, et on fait attention qu'il comprenne bien ce qu'il a commandé, qu'il est bien. Donc, on essaie de l'aider à mettre en place, de etc. l'acculturer, en fait. L'acculturer. Ouais. Mais une fois qu'il y a 3 commandes, plus jamais il reviendra au monde d'avant. Ouais. Plus jamais. C'est intéressant ce que vous dites, c'est la réticence au changement qui fait que c'est ça qui est difficile en fait quand on disrupte un secteur comme ce que vous êtes en train de faire. Et nous, on est seul au monde. C'est-à-dire qu'on a inventé un truc qui n'existait pas avant. On est le tank des années 80 en bio et en bienfait, en bon pour la santé et pour les agriculteurs. Et du coup, on arrive en disant, moi des fois, je rentre dans un bar ou dans un resto, j'y arrive avec un sachet, je dis, je vais vous faire goûter des boissons. Le mec, il me regarde et il me dit, c'est qui ce con, quoi? C'est qui ce con? Il va me vendre du Tang. Et après, en général, quand il goûte, même à 100%, il me dit, ah désolé, j'avais pas compris. La qualité du produit, quoi. C'est hyper bon. Honnêtement, c'est très, très, très bon. Alors, vous êtes très, vous l'avez dit, très B2B, mais vous êtes aussi B2C. Vous commencez à vendre aux consommateurs lambda. Nous, on voulait pas aller dans le B2C. Et puis, on a eu une très belle rencontre sur un salon avec la grande épicerie qui nous a dit, on aimerait bien que vous veniez tester. Là. Donc, on a fait un premier test en juillet 2024 qui a été plutôt très, très concluant. Et puis après, deuxième rencontre, et puis on a Biocoop avec qui on parle depuis pas mal de temps, qui dit on a vraiment envie de vous référencer. Donc on va rentrer normalement dans plus de 200 Biocoop en mars. Et puis là, je ne sais pas si ça va se faire, mais ça les intéresse beaucoup. Peut-être chez Nature et Découverte. D'accord. Voilà. Et en ligne, on peut aussi, si je veux commander une boisson, je peux... Ce qui est rigolo, c'est que, en fait, moi au resto, j'ai un petit présentoir, un petit comptoir à naissance. Et on en vend 10-15 par jour quand même. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, moi j'en ai marre de porter mes bouteilles de limonade, de monter les 2 étages à une bouteille de limonade. J'en ai marre que ma poubelle soit remplie de plastique. J'en ai marre de tout ça, quoi. Vous l'avez dit en préambule de cette interview, il y a quelque chose de politique en fait dans votre combat pratiquement. Ouais. On sent que l'entreprise doit être politique. D'ailleurs, quand on a préparé cette interview, vous me disiez oui, l'entreprise doit jouer un rôle vis-à-vis des gens qui vous fournissent les matières premières, vis-à-vis de son consommateur, vis-à-vis de la société. J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. Je suis peut-être un patron un peu particulier, mais moi, je sais que mon passage sur Terre, il est compté. Et c'est très court. Le passage sur Terre, il est très, 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 très court. C'est une étincelle. Et donc, je me dis, quitte à passer sur Terre, autant faire des choses un peu positives.
Et donc, on voit que le modèle ultra-capitaliste qui se préoccupe pas des autres, en fait, pas des autres, qui pense qu'à capitaliser, il est en panne, il marche pas et il est catastrophique pour la planète. Et moi, j'ai 3 enfants et je sais qu'aujourd'hui, un Français, il mange une carte bleue de microplastique par semaine. Qu'en 2060, mes enfants, moi je serai mort, mais ils vont manger 3 cartes bleues de plastique. En fait, ça me rend fou, en fait. Ça me rend fou comment on peut être aussi irresponsable et aussi court-termiste. Et donc, moi, dans tout ce que je fais, dans tous mes actes aujourd'hui, professionnels, en entreprise, je me dis, est-ce que ça a un intérêt pour la société ? Parce que, de toute façon... On peut dire je vais faire une boîte incroyable et puis si on écrase tout autour, il n'y aura personne pour acheter en fait. Donc oui, c'est très politique. Faire la cuisine, c'est politique. Manger au restaurant, c'est politique. Quand on va manger dans un fast-food désincarné où on va manger que du surgelé et que des produits ultra transformés, et avec des bouteilles en plastique ou au mieux des canettes, on sert à personne. On sert pas à soi-même, on sert pas à la société, on sert pas à la planète. Par contre, quand vous allez manger dans un petit restaurant où le mec il achète des produits de saison, il fait attention d'avoir une bonne relation avec ses fournisseurs, il fait attention à pas gaspiller l'eau, il fait attention à récupérer ses déchets, etc. Ce mec, il sert à quelque chose. Ouais. Ce mec, il sert à quelque chose. Donc, quand je vais dans un restaurant naze, qui fait n'importe quoi, je me rends coupable d'une complicité avec quelque chose qui ne va pas pour la planète, qui ne va pas pour l'avenir. Ouais. Et donc, moi, si c'est faire les choses sans aucun sens, je préfère arrêter de suite de faire de l'entreprise. Vous vous considérez comme un activiste gastronomique ? Gastronomique, je ne sais pas, parce que non, je me considère comme un citoyen éveillé, activiste. Oui, je suis activiste parce que je parle, parce que il y a des choses qui ne me vont pas et je le dis et je les combats surtout parce que quand vous avez un problème dans la vie, moi j'avais un problème avec ces boissons industrielles, j'ai résolu le problème et plus jamais dans mon restaurant et dans de plus en plus de restaurants, on vendra des boissons industrielles. Ouais. Et puis s'il y a des gens qui ont envie de boire des boissons industrielles et qui ont envie de boire de la chimie, etc., ben c'est super. Ils ont le droit, des trucs trop sucrés, puis jeter la bouteille en plastique à la fin à la poubelle. C'est leur droit, et si ça leur va, c'est très bien, s'ils se régalent avec ça. Mais aussi, on a le droit d'avoir d'autres propositions. Moi, quand j'ai un client chez moi qui veut un coca, on lui dit, ici, vous n'aurez pas de coca, parce qu'ici, on a 0 boisson industrielle. Et ça pose pas de problème, en fait. Les gens sont très, très contents d'avoir une offre différente. Donner le choix, en fait. C'est ça, c'est un problème de choix, effectivement. Au consommateur. Ok. Et aujourd'hui, vous vous dites, j'aurais réussi si quoi ? Votre combat, on l'a compris, hein, votre combat, vous le dites très, très clairement, c'est effectivement le plastique, le gâchis d'eau, le gâchis de façon générale. Il y a l'importance, effectivement, de l'entreprise politique telle que vous l'avez décrit. Vous dites, voilà, moi, sur ce passage sur Terre, j'aurais réussi si quoi ? En fait. Alors, moi, je suis prêt à mourir le jour où la solution des boissons solides, vraiment qui représentent énormément de volume, quand dans un supermarché, vous entrez dans n'importe quel supermarché en France ou dans le monde, et vous aurez une offre où vous direz, tiens, tu peux acheter une bouteille si tu n'as pas envie de t'embêter. Tu peux aussi acheter une forme solide de boisson, parce qu'en faisant ce choix, tu vas boire mieux et tu vas moins polluer. Tu ne vas pas polluer du tout. Et donc, c'est un problème de choix, en fait. Ouais. Et le problème, c'est que toute cette industrie, elle a écrasé tous les petits concurrents. Et aujourd'hui, c'est un problème de choix. Et c'est aussi un problème de diversité parce qu'en fait, quand vous buvez des boissons industrielles, il y a 5 goûts. Mais c'est bon, une fois que vous avez compris les 5 goûts, vous ennuyez profondément. Ouais. Et aujourd'hui, en allant creuser dans le répertoire extraordinaire des boissons sans alcool dans le monde, il y a des choses extraordinaires qu'on a totalement oubliées. Par exemple, si vous allez au Pérou, ils ont une boisson à base de maïs noir. Ils font une sorte de sangria glacée qui est extraordinaire, qui s'appelle la chicha morada, et qu'on a testé de manière... Et si vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez boire un bissap. Si vous allez en Afrique, vous allez boire aussi un jus de baobab, etc. C'est extraordinaire. L'être humain a inventé des choses extraordinaires. Et tout ce rouleau compresseur de l'industrie a tout effacé.
Et du coup, on se fait chier, quoi. On Ouais. se fait chier. C'est comme quand vous écoutez une radio pourrie, où ils vous passent les 10 mêmes morceaux toute la journée, comme des abrutis, là. Mais non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est 1 milliard de morceaux de musique africaine, de classiques, de tango, de chansons françaises, de rap extraordinaire. Et ça, c'est la vie. Mais la vie, c'est l'étincelle. C'est extraordinaire. Et quand on vous dit, non, tu vas écouter 5 morceaux merdiques qu'on va t'imposer, et tu vas écouter en boucle tes 5 morceaux merdiques toute la journée, mais tu deviens con, en fait. Bah justement, qu'est-ce qui vous inspire, vous, aujourd'hui, Damien, chef Damien? C'est qui les gens qui vous inspirent au quotidien? Moi les gens qui m'inspirent, c'est des gens qui sont curieux, éveillés. En fait, des gens qui ont les yeux qui brillent et qui ont encore cette étincelle de dire pourquoi, je veux comprendre, tiens, ça a l'air bon ton truc, Le etc. sens. Et la chose qui me rend le plus triste au monde, c'est quelqu'un qui a éteint la lumière dans ses yeux et qui, à n'importe quel âge de la vie, ça peut être à 20 ans, ça peut être je crois que c'est Brel qui raconte en disant il y a des gens qui sont déjà morts à 25 ans, même si leur corps va tenir jusqu'à 90. Et je pense que le plus beau cadeau de la vie, c'est d'avoir cette curiosité, cette appétence et cette envie de dire « Ah, tiens, c'est cool, putain j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie... Ah, c'est quoi, ça existe, ça, etc. » Et c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de gens ont éteint la lumière dans leurs yeux, dans leur cœur. Et du coup, ils ont des vies... Alors, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui leur envoient des images merdiques toute la journée. Comme ça, ils ont l'impression d'avoir une vie incroyable. Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est la rencontre, c'est la mamie, c'est ma voisine, c'est des gens extraordinaires, mais de manière très simple. C'est des gens qui ont aussi qui ont un petit peu de colère en eux, qui disent mais non, je me révolte contre les injustices, quoi. Ouais. Et c'est pas se contenter d'un modèle qui va plutôt très bien, mine de rien, en Occident et en France. On est quand même très gâtés. Mais qui se dit, mais mais si on peut quand même améliorer les choses, c'est l'esprit des Lumières, c'est l'esprit de tout ça. Dans la lutte réside l'espoir. Comme on dit. Exactement. Ouais. S'il n'y a pas de lutte, on s'emmerde. Okay. Alors, cette interview arrive à terme, Damien. Moi, j'en retiens plusieurs choses. Vous avez... merci d'abord d'être venu. Un énorme merci d'avoir partagé votre expérience. Il y a 3 choses, je trouve, qui sont intéressantes dans ce que vous dites. L'envie, d'abord, vous l'avez très bien expliqué. Envie de donner le choix aux consommateurs, et ça, je crois qu'on l'a bien compris. La lutte, on vient d'en parler, celle de combattre effectivement l'hyperconsommation de plastique et de malbouffe, etc. Et puis, je dirais, j'ai envie de finir aussi sur la confiance. Quand on vous entend et quand on vous écoute, on comprend effectivement que vous avez su créer un lien de confiance unique avec votre consommateur, avec votre associé, avec votre partenaire, avec votre client. Et ça, on aime bien, puisque ici, ça s'appelle capital social. Le capital social, c'est ce lien un petit peu particulier que les entreprises arrivent ou non à tisser avec leurs parties prenantes. Et je trouve ça très intéressant. Damien, je vous remercie grandement. Je remercie également toute l'équipe technique de One2 qui rend ce podcast possible. Peut-être mot de la fin, si vous deviez, la prochaine personne qui sera à votre place sur ce podcast, si ça devait être le prochain patron qui disrupte finalement son industrie et qui crée un business model du futur, vous diriez, Nathalie, demain, tu dois inviter qui ? Non, mais... Ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie et on prend ça comme d'écologie, de RSE, tout ça. On dit, c'est compliqué, etc. C'est vrai qu'il y a des lois, c'est vrai qu'il y a des trucs. Mais en fait, moi, plus je fais de l'écologie, mais sincère, hein, de l'engagement sincère, plus mes business, mon restaurant et Naissance, plus ça marche. En fait, plus on est sincère, plus ça marche. Et l'écologie, enfin le RSE, l'engagement n'est pas du tout incompatible avec l'esprit d'entreprise, en fait. Les valeurs ont de la valeur. Ouais, c'est ça. Les valeurs ont de la valeur. Et pour revenir sur la confiance, je pense que un des signes d'appauvrissement et de peur de l'autre, et ce qui explique des fois des votes totalement extrémistes, idiots, c'est la confiance. Quand vous regardez des analyses, vous apercevez que des gens qui votent qui ont peur de l'avenir et qui ont peur de ce qui va se passer, en fait, déjà, ils ne font pas confiance à leurs voisins.
Et moi, tous mes voisins, je leur fais confiance. Bien sûr, il y en a qui sont moins sympas que d'autres, mais globalement, je fais confiance en l'être humain. Et 97 ou 98% des gens, ils sont incroyables. Ils ont des qualités. Et si vous commencez à penser que la plupart des gens autour de vous, vous pouvez pas leur donner confiance, vous risquez d'avoir une vie de merde. Ouais. Eh ben, ce sera le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie, Damien. J'ai passé une conversation passionnante. Merci pour votre temps. Chères auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Merci beaucoup, Damien. Merci.